chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. On connaît la vérité. Parce que nous, on a beaucoup lu, on a lu beaucoup de bouquins, tout ça. Mais au final, après, quand on est dans le vif du sujet, le retour à la maison, ouais. Est-ce que ça a servi? Sincèrement. Non. Parce que ça, c'est super important. J'étais pas patient, je m'énervais rapidement. Faire un step back, ne pas aussi le prendre personnellement et de me dire, ouais, c'est pas de ma faute que l'enfant pleure. Je ne suis pas à l'origine de la crise de l'enfant. Mais j'espère que tout le monde va bien. On est dans un nouvel épisode de Entre Papa et aujourd'hui, on a encore une fois deux grands super papas. Mais avant de les introduire, je vais d'abord un petit peu vous expliquer quel est le sujet aujourd'hui. Et le sujet va s'appeler Back Home, le retour à la maison. On voulait vraiment savoir quel était le ressenti du moment où tu vas chercher ton enfant à la maternité, que tu rentres chez toi à la maison, les tout premiers ressentiments. Mais avant de rentrer plus dans les détails, je vais laisser introduire ces deux grands super papas et après on va rentrer directement dedans. Les gars, s'il te plaît, à toi l'honneur. Je m'appelle Grégoire, j'ai un petit enfant qui s'appelle Arthur, il a 2 ans et demi. Et ça a été une expérience unique et je pense qu'on va en parler et je vais vous partager cela. Ok, parfait. C'est Dirk, père de 2 enfants, un garçon et une fille, Marouija et Shona. C'est un vrai plaisir de partager mon expérience avec vous. Merci. D'abord, premièrement, merci d'être présent. Ça va être le feu. Alors, pour rentrer direct dans le sujet, comment s'est passé le retour à la maison avec vos premiers enfants? Je vais commencer. Le premier retour à la maison avec mon fils, je dirais en général, ça s'est bien passé parce qu'on avait déjà tout préparé à l'avance. La seule chose qui était un peu, comment dirais-je, un peu compliquée, c'est, on abordera ça sûrement tout au long de notre causerie, si je peux dire ça comme ça, c'est que moi, du moins de mon point de vue, je ne réalisais pas encore que j'étais papa. Ok. Voilà, c'était un peu bizarre, étrange comme ça. Ok. Voilà, j'ai devant moi un être vivant qui bouge. Voilà, et puis tu dois t'habituer justement à, comment dirais-je, à prendre soin de lui, à être attentif, à être présent. Donc voilà. Donc en général, c'est bien passé, sauf que j'ai eu un peu du mal au début de rentrer réellement dans la peau du papa. Du Voilà. papa. Du papa, exactement. Ok. Voilà. C'est très intéressant ça, c'est très intéressant. Vas-y, et toi, Grégoire? Moi, c'est le retour à la maison, c'était particulier. C'était particulier dans le sens que pour mon épouse Esther, elle avait déjà, elle s'était déjà préparée à ça. Et moi, c'était compliqué parce que j'avais pas encore fait le déclic dans ma tête. Quand on arrivait à la maison, c'était un peu perturbant parce que, effectivement, comme dire qu'on avait déjà tout préparé, ouais, c'était bien de ce côté-là. Mais on avait, moi personnellement, j'avais le sentiment, là où on a un peu peur, moi j'avais un peu peur de me dire comment ça va se passer, est-ce qu'on est assez préparé, parce que nous on a beaucoup lu, on a lu beaucoup de bouquins, tout ça. Mais au final, après, quand on est dans le vif du sujet, le retour à la maison, ouais. Est-ce que ça a servi? Sincèrement. Non. Parce que ça, c'est super important. Parce que, on l'a répété plusieurs fois, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de book, il n'y a pas de comment devenir papa, être un bon... Il n'y a pas de ça. Donc maintenant, pour toutes les personnes qui disent tout, je vais lire des livres, est-ce que sincèrement, entre toi et toi-même, ça t'a servi à quelque chose? Non, ça n'a pas vraiment servi. Ce qui a vraiment servi, c'est le partage avec des amis et autres. Ça a beaucoup servi, mais personnellement, moi, dans les premiers jours, j'étais perdu. Dans les premiers jours, j'avais du mal à savoir où était ma place. Parce qu'en fait, réellement, on retourne à la maison, on essaie de gérer les choses. Il pleure, on essaie de le prendre, mais t'arrives pas à le calmer. Et quand madame le prend, elle arrive à le calmer beaucoup plus rapidement que toi. Et des fois, ça te frustre et des fois, t'es pas bien. Moi, le retour à la maison, c'était difficile. Le retour à la maison, c'était difficile parce que les premières semaines, j'ai eu du mal à savoir quelle était ma place, tout simplement. Et en plus, on était dans un... Moi, je suis resté une semaine, on est resté une semaine à l'hôpital, puis on est rentré. Et quand on est rentré, j'ai dû m'adapter et c'était compliqué. Et en plus, nous, le congé de paternité est très court. Ah, c'est-à-dire que
vous rentrez, déjà une semaine à l'hôpital, ça c'est bien parce que vous êtes un peu dans votre bulle. Ouais. Et quand vous rentrez, toi tu sais que bah, tu dois t'adapter très rapidement parce qu'après tu dois rentrer au travail et tu dois les laisser tout seul. Ouais. Et c'est un sentiment particulier. C'est un sentiment Fact. 100%, parce que j'ai eu exactement la même chose quand on est rentré aussi. On est rentré à la maison et puis il y a eu, vous savez, les tout premiers jours où on se dit ok, il n'y a pas de sage-femme, les parents sont à la maison, certes ils nous ont beaucoup aidés avec la nourriture ou avec quoi que ce soit, mais là maintenant on est vraiment plus qu'à 3 en fait. Et j'essaye de savoir, et j'ai vécu exactement la même chose que toi, où je me dis, mais, ok, je ne peux pas vraiment nourrir l'enfant parce que c'était 100% d'allaitement à ce moment-là. Je peux l'aider un maximum, mais j'aimerais aussi profiter de ces moments qui sont si précieux du nouveau-né, de ses tout premiers jours à la maison. Et bon, tu te sens frustré parce que tu veux le porter, tu veux aussi lui donner à manger, mais en même temps, l'enfant doit être aussi avec sa maman, elle doit le nourrir 4, 5, 6 fois toutes les 2 heures pour que l'enfant mange. Donc c'est vrai que c'est compliqué à trouver ses marques. Est-ce que tu as eu la même chose aussi? Oui, tu as soulevé un point important, la frustration. Ouais. Moi, je l'ai ressenti et j'en ai discuté avec mon épouse. J'avais l'impression d'être un peu mise à côté. Ok. Donc, par exemple, quand l'enfant pleurait, ben, c'est toujours mon épouse qui allait. À un moment donné, ça me dérangeait un peu. Je dis, mais Ok. Pourquoi? je suis égal. Parce que, comment je pourrais l'expliquer? C'est que je me dis, bon, je suis aussi papa, donc l'enfant n'a pas, comment dirais-je, il n'avait pas simplement une seule personne à qui il devait aller. Donc, je me sentais un peu mise à côté. J'en ai discuté, puis après, ça s'est bien passé par la suite. C'est vrai que ce sentiment de frustration, je dirais, c'est au début. Maintenant, avec le recul, j'ai dit, c'est normal, parce qu'en tant que père, on veut être impliqué aussi. C'est ça. Voilà. C'est On ça. veut également prendre part, être présent, faire sentir à l'enfant que voilà, c'est moi le papa. Voilà. Mais bon, c'est un nouveau-né. C'est un nouveau-né. Voilà. Ouais. Il a plus tendance à aller vers sa maman parce que c'est là où il va aller manger. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais c'est vrai que c'est une partie assez importante que tu as soulevée. Mais la première semaine à la maison, où là maintenant, généralement c'est les 2-3 premiers jours, il y a beaucoup de va-et-vient entre les parents, les amis, les félicitations, le soutien, etc. Mais la première semaine, comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que comment vous l'avez vécu? Quel était votre sentiment par rapport à cette toute première semaine, après ce mouvement de foule, après les félicitations, après les cadeaux, les premiers 10 jours, la première semaine, vraiment, comment est-ce que ça s'est passé? Moi, d'un côté, j'étais très content Ouais. du Covid. Ah oui, c'est vrai, Parce qu'en fait, c'était un bébé au Covid. final, on n'a pas eu ça. Ah, trop bien. On n'a c'est pas eu vrai. ça. Et d'un côté, j'étais très content parce que j'ai d'autres amis qui ont eu d'autres expériences là où effectivement il y a ce mouvement de masse. Nous, on n'a vraiment pas eu ça. On était vraiment encore à 2. Et moi, j'ai vraiment apprécié ça parce qu'en fait, ce qui est compliqué pour moi, c'était quand tu as les parents, t'as des parents entreprenants. T'as des parents. Moi, parfois, ma maman, elle a fait des gaffes. Mais c'est dans le sens que pour elle, ma mère a eu 10 enfants. Et pour elle, en fait, avoir un enfant, c'est une bénédiction. Et c'est pas que c'est facile, mais c'est naturel. Ok. Et le problème, en fait, c'est que des fois, quand elle donnait des tips ou des conseils à mon épouse, et en plus, des fois, il y a des cultures différentes, c'est compliqué aussi, mais quand elle lui donnait des conseils, Esther, elle ne le prenait pas forcément de façon positive. Parce qu'en fait, c'est comme si on te forçait à emprunter un chemin. Alors que nous, ce qu'on voulait avec notre enfant, c'était de créer, voilà. On fait des erreurs, on apprend, on continue. Et quand il y a cette voix, là où quelqu'un te dit des choses, c'est assez compliqué. C'est pour ça que nous, nos 10 premiers jours, c'était assez intense. Et là, on était vraiment à 2. Et même dans la dynamique du couple, c'est important. C'est important parce que moi, j'ai eu ce sentiment-là et j'ai beaucoup apprécié. C'est que quand vous êtes en couple, vous comptez l'un sur l'autre.
Fact. Mais là, en fait, quand vous êtes à 3 et après, il y a le sommeil, il y a tout ça qui vient en ligne de compte et il y a la fatigue et tout ça, on compte encore plus l'un sur l'autre. Et ça tisse vraiment des liens encore plus forts. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ces moments-là parce que je savais que mon épouse, bah, elle comptait vraiment sur moi et que je devais être là et je devais faire un peu plus que je faisais d'habitude et je devais vraiment être là. Moi, j'ai beaucoup aimé ces 10 jours-là, Covid. Ok. C'est vrai. Moi, pour ma part, ma rejet est arrivée, donc c'était juste avant le Covid. Ouais. Donc il y avait ces 10 jours que... Purée, c'est vrai, mais c'est moi qui les a déposés à l'hôpital. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Voilà, c'était vraiment juste avant le Covid. Ouais. Et puis, on va dire, bon, j'ai eu la visite, ma mère est venue pour 3-4 jours, juste pour aider mon épouse à, comment dirais-je, à plus se reposer. C'est vrai que moi j'avais 10 jours et puis je devais reprendre le travail. Et bon, elle était toute seule avec l'enfant. Elle était vraiment fatiguée. Donc moi, je finissais le boulot, je rentrais. Voilà. Et puis le fait que ma mère soit là pendant 3-4 jours, ça a vraiment bien senti. Bon, ma mère n'est pas une personne qui s'impose en fait. Hein. Donc elle était vraiment juste là pour donner des conseils et porter l'enfant, pour qu'elle se repose. Et puis après, j'ai eu la visite également de ma tante, qui est restée juste un jour également. Donc voilà, elle a donné quelques tips à Greta, comment faire avec le bébé, et ainsi de suite, voilà. Et c'est vrai que après ça, c'était beaucoup plus calme. Voilà. C'était également le temps également de s'habituer. Parce qu'il faut dire aussi que moi, mon fils a commencé à faire ses nuits qu'à l'âge de 1 an. Donc, je ne vous dis pas, donc, voilà, quand un enfant qui se réveille 2-3 fois par la nuit, c'est compliqué. C'est compliqué. Et voilà, il y a aussi cet aspect-là que voilà, tu dois aller travailler, tu dois te réveiller la nuit, le porter, tu ne sais pas pourquoi il pleure, parce qu'il a faim. Là, tous les théories ils viennent. Hein. Il a faim. Mais bon, au fur et à mesure, ben, tu n'as pas le choix, tu t'adaptes. Et j'ai découvert par là aussi, ben, à un moment donné, je ne sais pas si c'est le cas des papas, c'est moi, je me suis découvert. Je pensais que j'étais une personne patiente. Bah, ce n'est pas le cas. Voilà, la vérité, ça suit aujourd'hui. Voilà. C'est pas vrai. Dès lors que j'ai eu mon premier enfant, j'ai découvert que non, j'étais pas patient, je m'énervais rapidement. Est-ce que tu te l'es dit à toi-même ou est-ce que c'est ce que tu as... Non, je me suis... il faut être... Comment est-ce que tu as réalisé? Parce que c'est non, parce que simplement... Parce qu'on peut... Oui, dans ton domaine dans lequel tu es, tu dois être patient, tu vois. Donc, comment est-ce que tu as eu ce chamboulement-là? Parce que dès lors que c'est ton enfant, parce que bon, avec les autres enfants, c'est différent, voilà. Mais quand c'est quelque chose qui vient de toi, ben, c'est toute ta personnalité qui sort, voilà. C'est ça. Exactement, ça veut dire que tu n'es pas patient, tu t'énerves pour rien, et pleure, t'en as marre, voilà. Non, moi, je le vis comme ça, c'est ma réalité. Et puis, ben, au fur et à mesure, j'ai fini par l'accepter. J'ai dit, bon, l'enfant ne dort pas. Tu vas faire quoi? Tu vas pas le forcer. C'est sûr. Voilà, et puis après, ben... Et puis l'inverse, c'était mon épouse. Elle qui pensait qu'elle n'était pas patiente, elle a découvert qu'elle était beaucoup plus patiente. Voilà, donc c'est vraiment eu j'appelle ça le shift. Voilà. Donc, et puis bon, on finit par accepter, hein. C'est comme ça, ben, on s'adapte. J'ai 2 questions. J'aimerais d'abord revenir rapidement sur les conseils des parents. Parce que j'estime que c'est important pour nous, les papas, de savoir mettre notre empreinte, notre pied sur la direction dans laquelle on aimerait vraiment aller. Quel est le conseil que vous pouvez donner pour les plus jeunes papas qui ont un parent, une tante, un papa, une maman qui est vraiment impliqué, qui veut vraiment donner ses conseils, peut-être même forcer? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Tu as eu un petit peu le cas. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est de les écouter. Parce qu'en fait, une personne qui prend le temps de donner un conseil, une maman, une tantine ou autre, elle ne le donne pas de façon malveillante. Elle veut simplement essayer de partager sa propre expérience.
Et moi, je dirais simplement aux jeunes parents de les écouter, de prendre le temps. Mais il faut aussi simplement se dire que dans une conversation de 100%, il y a peut-être que 10 ou 15% qui sont à toi, et le reste n'est pas à toi. Mais il faut toujours donner ce sentiment à son interlocuteur, et c'est-à-dire les parents, les proches, qu'on les écoute et que les conseils qu'ils peuvent nous donner, on les prend, on les accepte de façon positive. Et puis après, c'est à nous de faire le tri, et on va se rendre compte que peut-être qu'au temps A, ce qu'on t'a dit de faire n'a peut-être pas fonctionné, mais peut-être qu'avec un autre enfant, ça va fonctionner. Et peut-être ce conseil-là, quand tu vas le donner à quelqu'un d'autre, ça va fonctionner pour eux et que ça va pas fonctionner pour toi. Et c'est réellement dans ce sens-là que moi, je dirais aux jeunes parents, écoutez. Parce que c'est vraiment dans cette écoute et dans ce respect de l'autre qu'on arrive à nous-mêmes grandir et à devenir vraiment une bonne personne. Très, très bon. Je ne m'attendais vraiment pas à ça parce que il y a ce truc-là il faut vraiment se mettre dans la situation entre la fatigue, le boulot, la madame, l'enfant, notre propre comportement nous-mêmes et le fait que, tu sais, quand tu es papa, évidemment, tu veux mettre ton empreinte et puis tu es un peu têtu en disant « Non, c'est mon enfant, je le connais et tout. » Tu vois, il y a ce truc-là. « Ah non, c'est à moi, c'est mon enfant, je le connais mieux que toi. » Tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de prendre vraiment ce recul-là et d'écouter et de se dire « Bon, peut-être que le conseil que tu me donnes n'est pas pour mon enfant actuel, peut-être qu'il va être pour mon second, troisième, quatrième. Peut-être que s'il n'est pas bon pour moi, je vais pouvoir le reproposer à quelqu'un d'autre. Et c'est vrai, ça va peut-être fonctionner en fait. Et ça, c'est super, super, super intéressant, vraiment. Non, moi, c'est comme ça qu'on l'a fait. Moi, je suis issu d'une grande famille. on est 20. J'ai 20 frères et sœurs. Vous êtes 20. Ouais. Et en fait, même père, même mère. Non, deux mamans. De ma mère, on est 10. De ma maman, on est 10. Et en fait, le truc, c'est que moi, quand j'ai commencé, j'étais le dernier à avoir des enfants. Et on a 37 petits neveux et nièces. Et en fait, quand moi, j'ai commencé à avoir des enfants, bah, tout le monde était passé devant moi. Et le truc, en fait, c'est que chacun venait avec sa clé, avec sa boîte à outils. Avec sa boîte à outils. En me disant des choses. Fort. Et l'idée, en fait, c'est d'une certaine... Moi, ce que je faisais, c'est que j'écoutais. Et Esther, mon épouse, elle a mal vécu parce qu'en fait, elle avait l'impression que tout le monde essayait de s'immiscer et de rentrer et de juger son comportement aussi d'une certaine manière. Alors que non, moi, je le prenais plus comme, voilà, ce sont des conseils, c'est des feedbacks, c'est des gens qui m'aiment, c'est des gens qui me connaissent depuis que je suis tout petit. Ils essaient simplement de faire en sorte que peut-être que les difficultés qu'eux ont pu avoir, que moi, je puisse pas les avoir. Alors, ils essayaient de me nourrir. Et moi, c'est comme ça que je le prenais. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. C'est fort. J'imagine même pas tous les jours le nombre les textos, est-ce que tu as essayé ici, est-ce que tu as les trucs de grand-mère, j'ai lu ça, essaye ici. Wow, ça doit être fort. Mais maintenant, Dirk, j'aimerais vraiment parler de cette histoire de patience parce que il doit y en avoir tellement, et je pense qu'on est tous passés par ce moment de limite breakdown où tu te dis mais c'est pas possible, est-ce que cet enfant se fout de moi ou c'est comment que ça se passe et donc comment est-ce que tu as pu mettre ta patience, comment est-ce que tu as constaté que donc tu étais vraiment impatient et comment est-ce que tu as pu, qu'est-ce que tu as mis en place pour être patient? Moi, au début, quand Roger est venu, déjà, je me souviens encore de ce moment quand tu le sors, en fait, il pousse un cri, Ouah, il dit oh là 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 là, ça va être quelque chose. Et puis rentrer à la maison, donc les 10 premiers jours, ça allait encore, et puis après c'était, ça pleurait, voilà, c'est le cri d'un enfant, c'est dans tes oreilles, c'est Trident. Trident, exactement. Ça devenait un peu agaçant. Ouais. Et je pense aussi peut-être dû à la fatigue aussi. Hein. Ça peut jouer, voilà. Et puis bon, tu avais également ta femme qui avait besoin de se reposer, et puis l'enfant pleure, elle est fatiguée, voilà. Et elle était beaucoup plus, on va dirais-je, je sais pas, peut-être que c'est l'instinct maternel, je n'en sais rien. C'est vrai qu'elle a gardé pendant 9 mois, donc elle a dû développer un caractère, ainsi de suite. Alors que nous les pères, bon, on était là juste pour l'aider. Et puis, donc,
je pensais être de nature patient, peut-être pour certaines choses, hein, voilà. Ouais. Mais par rapport à lui, c'était compliqué. Et puis, c'est au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé, comment dirais-je, à relativiser les choses. J'ai dit, Ok. voilà, c'est un enfant, euh, il pleure pour une raison, peut-être qu'il n'est pas content, peut-être qu'il a fait, il y a pas mal de paramètres autour. Je dois simplement accepter. Non, j'ai dû accepter, en fait, voilà, que lui, c'est peut-être, il est comme ça. Même maintenant, hein, Ouais. maintenant, Maouéja, c'est un garçon qui, comment dirais-je, qui est assez calme, assez posé, mais quand il n'est pas content, il te fait savoir directement. Voilà. Ok. Ouais, direct, voilà. Donc, et puis j'ai fini par accepter. Je crois que c'est ça justement. À un moment donné, on accepte Ouais. le fait que voilà, cet enfant est différent de toi, C'est ça. il a un caractère qui est différent, il grandira différemment. C'est ça. Bah, accepte simplement, voilà, c'est tout. Une fois que tu acceptes ça, je pense que les choses se mettront en place très calmement. Ouais. Je crois que c'est ça, il faut accepter. Simplement, voilà. Être conscient que, voilà, par rapport à ça, je ne sais pas, ben, comment est-ce que je dois faire pour justement accepter le fait que je ne suis pas patient avec lui et pour, au final, voilà, développer peut-être des mécanismes qui feront en sorte que, voilà, j'accepte cette idée-là et puis bon, je commence plus à être à l'écoute. Ouais. Voilà, accepter la chose, faire en sorte que, voilà, pour que les choses aillent de mieux en mieux, voilà. Je crois que c'est un peu ça, être sincère avec soi-même. Faut être sincère avec ça, mais c'est ça que je voulais dire, que en fait, et que j'ai eu ça parce que moi, de nature, je suis quelqu'un d'extrêmement impatient. Et de me dire que, mon Dieu, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour être patient avec un enfant de bas âge, un nouveau-né qui va pleurer, qui va demander à manger, de m'occuper aussi de mon enfant au moment où sa maman va devoir partir. Comment est-ce que je vais pouvoir gérer ça? J'ai stressé. Mais en fait, je me suis trouvé une qualité, c'est vraiment de pouvoir respirer et d'accepter le moment présent. Et qu'en fait, si je n'ai pas les clés pour faire arrêter l'enfant de pleurer, je ne peux pas forcer. Tu vois, j'essaye de donner... et c'est ça, je pense qu'on m'avait dit, c'était juste de parler avec l'enfant et de dire, écoute, sincèrement, je suis désolé, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu pleures, mais it's OK parce que je suis là avec toi. Donc, peut-être que tu es en surcharge de sentiments ou tu as une surcharge d'émotions et c'est OK, tu peux les reverser sur moi. Si tu n'as pas faim, it's OK. Si tu ne veux pas dormir, it's OK. Si tu ne veux pas jouer, it's OK. Mais j'accepte le fait que tu veuilles juste pleurer. Et ça, c'était vraiment important que je puisse vraiment respirer, faire un step back, ne pas aussi le prendre personnellement et de me dire, ouais, c'est pas de ma faute que l'enfant pleure. Je ne suis pas à l'origine de la crise de l'enfant. Mais ce qui est super marrant aussi, c'est qu'au début, on va toujours rester là, mais c'est juste une parenthèse, c'est que quand l'enfant est nouveau-né et qu'il pleure, on pense que c'est fort. Mais quand on entend 2 mois plus tard le même cri, c'est deux extrêmes. Hein. C'est pas du tout le même cri. Et quand tu entends après le cri d'un nouveau-né, tu dis, c'est tout. C'est ça qui me faisait mal, tu vois. Mais comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez des expériences par rapport aux couches, les nuits, les pleurs? On va en reparler. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez de l'expérience, pas d'expérience? Les couches surtout. Franchement, les premiers caca, les odeurs, les premiers renvois, sincèrement, parce que c'est sûrement la crainte de beaucoup d'hommes, de beaucoup de jeunes papas. Je dirais plutôt, moi ça m'a pas fait peur dans la mesure où j'ai eu à, comment dirais-je, à garder mes neveux et mes nièces. Ok, donc tu avais déjà l'habitude. Donc je dis, j'avais déjà l'habitude. C'est vrai que quand il est petit, on ne sait pas comment s'y prendre. Ouais. On a peut-être, il y a une crainte, je vais casser sa jambe, son bras. Mais bon, je me suis simplement rappelé en fait de ce que je faisais avec mes neveux, mes nièces. En fait, j'ai reproduit en fait, voilà. Okay. Même pour donner le bain, je me rappelle à l'hôpital, l'infirmière nous avait montré un peu toucher l'eau, et ainsi de suite, mettre la température, mettre son coude. Quand je suis rentré à la maison, c'était, je ne vais pas dire j'avais l'expérience. Je touchais un peu, je dis ouais, c'est bon, voilà. Okay. Je faisais. Quand Greta était fatiguée, je donnais Maouéja le bain, 1 mois, 2 mois. Donc il n'y avait pas vraiment de... De ce côté-là, je n'avais pas vraiment de crainte. C'est peut-être l'expérience du passé qui a fait que voilà, j'ai simplement reproduit ce que je savais. Ok.
Et pour toi? Moi, c'est les lents en chat, ça va, parce que moi, je suis infirmier de base, alors je Ok. fais ça avec les personnes âgées, ça va. Ça, c'était... J'avais de l'expérience, d'une certaine manière, comme toi. Mais ce qui était compliqué pour moi, c'était les nuits. Parce qu'en fait, moi, je l'entendais pas du tout. Non? Pareil aussi. Ah, tu dormais? Pareil, Elle, pareil. elle Moi, je l'entendait, vois. elle l'entendait très Normal. bien. Et là, c'était compliqué. Non, pour les nuits, c'était très compliqué. Elle devait me donner des coups de coude, des trucs comme ça. Non, Non. non, moi quand je Quand tu dormais, dors, tu dors. je l'entendais vraiment pas. Pareil. Et ouais, et moi, Arthur, ouais, vers 9-10 mois, lui, il a commencé à bien s'endormir. Ok. Sinon, c'était toutes les nuits, c'était fractionné. Et la difficulté, c'est qu'à un moment donné, bah, mon épouse a dû reprendre le travail, elle aussi. Et Arthur n'arrivait pas à s'endormir correctement. Et ça, c'était compliqué. Alors, ce qu'on essayait de faire, parfois, c'était sa nuit à elle, puis c'était ma nuit à moi, puis c'était sa nuit à elle. Et puis, on essayait Ok. de faire un 50-50. Donc Mais c'était comme ça. Est-ce que vous en avez parlé en amont ou ça s'est fait un peu sur le tas? le truc, en fait, c'est que moi, à un moment donné, comme on disait tout à l'heure avec Dirk, c'était je voulais être impliqué. Ouais. Et je voyais que elle prenait, elle faisait beaucoup. Et, et je voulais. Personnellement, moi, c'est un truc que mon père ne faisait pas. Et c'est un truc que moi, j'ai voulu faire. Et voilà, c'est dans mon histoire personnelle, je me suis dit, moi, dans l'éducation de mon fils, bah, je voudrais m'investir et donner de ma personne parce que voilà, j'ai envie de vivre ça. J'ai envie de vivre ça et je pense que c'est ça le déclic. Et Star m'a beaucoup aidé parce qu'elle m'aidait à me réveiller. Mais quand je me réveillais, contrairement à elle parfois, en fait, elle était... mais aussi, c'est parce que son seuil de fatigue était plus grand que le mien. Ouais. Elle était des fois un peu à cran. Et moi, quand je me réveillais, je le mettais, il pouvait crier. Et puis après, quand je le mettais sur moi, machin, Ouais. sur le relax, après, il s'endormait. Et puis on s'endormait à deux, comme ça. Moi, j'étais pas du style. Elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle essayait de l'endormir. Puis elle le posait. Mais moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je savais que ça allait pas marcher. Je le prenais, je le mettais comme ça et je restais avec lui. Sur toi? Ouais. Et soit je montais, parce qu'on était sur un duplex, soit je montais au-dessus. Et je le prenais sur moi, sur le canapé, comme ça, bam, 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 et on dormait. Et le truc, et c'est comme ça que je faisais avec lui. Mais non, les nuits, pour moi, c'était vraiment une aventure. Et après, ça s'est fait. Et puis après, on a essayé de faire les choses bien. Pour le bain, ça, c'était stylé. Au début, j'avais peur d'être maladroit. Parce que Ouais. même dans mes stages d'infirmière, en fait, les stages de pédiatrie, j'allais jamais vers les enfants parce que... Non. Ouais, j'avais peur. Ok. J'avais peur. Je trouvais c'était trop fragile. J'avais peur d'être maladroit. C'est marrant parce que moi, justement, quand j'ai vu comment cet enfant est sorti, c'est-à-dire que c'est fragile, mais c'est tellement aussi solide que, tu vois, et franchement, je me rappelle, hein, je vais juste retourner au moment où j'étais à la maternité et que j'ai donné le premier bain à Saint-Namé et que l'infirmière m'a dit, vous inquiétez pas, l'enfant ne va pas se casser en deux, tu vois. Parce que toi, tu te tiens comme ça, tu vois, tu as vraiment peur et tout. L'infirmière me dit non, t'inquiète pas, tu vois. Et que quand on est rentré à la maison, je me suis vraiment affirmé dans les gestes et les assumer, tu vois. Vraiment, ok, je prends ses jambes. C'est pas, je la prends sur deux pincettes comme ça, j'hésite, ou bien sinon c'est comme ça que les accidents arrivent. Mais c'est vraiment, j'assume mes gestes, je prends l'enfant et que c'était pour les couches ou que c'était même pour le bain. Je me rappelle au tout début, on stressait et je vais jamais oublier ça. Le tout premier bain qu'on a donné à Saint-Namé, on a acheté le truc des températures à mettre dans le bain pour bien être sûr que l'eau était à 37 degrés, etc. J'étais là en mode, ok, il faut que l'eau... C'était des bêtises. Tu mets l'enfant, l'eau est trop chaude, l'enfant crie. Tu dis, mais je suis en train de brûler mon gosse et tout. Tu vois, je suis devenu malade, je te jure, j'ai tellement stressé parce que tu te dis, bon, ils mettent des systèmes pour te rassurer, mais en fait, tout ce que ça fait te fait encore plus stresser. J'ai jeté ça vite, j'ai mis mon doigt, je me suis dit, bon, si c'est chaud, je vais sentir moi si c'est trop chaud. Si c'est pas trop chaud, je sais que mon enfant va pouvoir gérer ça. Et c'est comme ça qu'on a fait en fait. Et franchement, et après, comme j'ai dit, vraiment d'un geste ferme, je me suis dit, non, it's ok, je peux gérer, tu vois. Et ça m'a vraiment aussi donné de la confiance en moi pour la suite. Moi, je vais juste rebondir par rapport aux nuits. Ouais. C'est vrai que les nuits, comme toi également, moi quand je dors, j'ai le sommeil facile. Ouais. Moi je dors, je calcule pas.
J'entends même pas le bruit. C'est toujours ma femme qui entendait le bruit, mais l'enfant pleure. Et puis, à chaque fois, je lui disais, mais réveille-moi quand l'enfant pleure, comme ça je le prends. Bon, parfois, elle disait, bon, il est fatigué, je suis fatigué, donc voilà. Et puis, parfois, il me réveillait, donc je prenais l'enfant. Je me rappelle les 10 premiers jours. Mais donc, vous n'avez pas fait cododo? Pardon? Vous n'avez pas mis en place le cododo? Parce que moi, je suis en train de réfléchir. C'est quoi en fait? Le cododo, tu sais, c'est le prolongement à côté d'un lit. Donc, c'est un petit berceau qui est malléable. Et donc, il se met vraiment juste à côté on a fait ça de la maman. Pour sa sœur, Shona. Ok. Mais pour Maweja, non. Pour Maweja, il était dans sa chambre. On a essayé dans sa chambre, mais c'était compliqué. Il s'est réveillé, donc il fallait à chaque fois sortir. Et donc, ça veut dire que l'enfant dormait dans votre lit? Non, il dormait dans son berceau. Dans son berceau, à côté du lit. Oui, dans notre chambre. Et puis à un moment donné, bon, ça c'est, je pense, on est resté à la maternelle, bon, on prenait l'enfant. L'enfant, quand il se réveillait la nuit, moi je le prenais, j'allais au salon, je chantais, machin, ainsi de suite. Je me rappelle, j'avais fait une veillée là jusque. Oh mon Dieu! Je me rappelle de minuit jusqu'à 2h du mat. Ah donc j'étais fatigué. L'enfant il pas rien savoir. Je prenais, puis à un moment donné, il s'est reposé. Parfois, je le prenais avec moi. Je vais sur le lit, je dors avec à côté. Voilà. Sinon, bah, sa mère va se reposer. Donc voilà, c'est vrai que c'était compliqué. C'était compliqué, mais bon, on lui dit. À un moment donné, on finit par accepter. Hein. Non, t'es obligé, c'est ça. Mais franchement, j'ai eu la même chose. Mais moi, je me rappelle, vu que j'aime beaucoup le basket, je me suis dit, réveille-moi, au pire des cas, je mets la NBA, je vais regarder mes matchs de la NBA, l'enfant va quand même dormir à un moment donné. Si tu veux dormir, pas de problème. Et je me rappelle que pour moi, c'était dur. En plus, on avait le cododo et qu'elle allaitait. Mais les fois où, justement, c'était le moment où on voulait arrêter ou diminuer justement l'allaitement. Et j'estime que nous, les papas, les moments où il y a eu une phase de transition pour l'enfant, que ce soit l'allaitement, que ce soit n'importe quoi, je pense que c'est important qu'on appuie plus sur ce point-là. Par exemple, nous, au moment où on a voulu arrêter de donner à manger à Senamé pendant la nuit, pour lui faire comprendre que ton dernier repas, c'est ton dernier repas à 20h, 21h, quoi que ce soit, et le prochain repas, ça va être le petit déjeuner, j'ai dit minimum 5h du matin. J'ai dû, moi, faire le taf pour justement me lever, pour pas que la maman prenne la facilité de prendre, allaiter l'enfant et puis essayer de la rendormir comme ça, mais faire comprendre à l'enfant que ce soir, tu vas pas manger. Il fallait bien manger la veille pour que tu veuilles manger ce soir. Non. Demain, tu vas comprendre. Et c'est important que je pense qu'on fasse l'effort supplémentaire à se lever pour essayer, pour faciliter les moments de transition comme ça, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Moi, je pense que, comme toi, c'est important que nous, en tant que papa, on puisse dire stop. Parce que si à un moment donné, j'avais pas dit... Mais c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Si je ne l'avais pas dit à un moment donné pour le sommeil, c'est 50-50, tu fais un jour, je fais un jour. Elle l'aurait jamais fait d'elle-même, elle l'aurait continué parce qu'en fait, elles ont cette pression sociale et cette envie de bien faire parce que c'est ça que nous, en tant que papa, on réalise pas suffisamment. C'est que eux, c'est un peu normé. En fait, pour être une femme, une bonne maman, machin, tout ça, il faut être. Tu peux jamais être en dessous. Tu dois toujours être. Quelle pression, quoi. Et là, je lui disais, mais non, c'est un partenariat, on le fait ensemble. Toi, tu fais un peu, je fais un peu. Et moi, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Alors, ce que je faisais, c'est comme j'avais des difficultés à me réveiller, ce que je faisais, que je savais qu'il se réveillait 2-3 fois. Je savais que s'il dormait vers 20h, vers minuit, il se réveillait. Alors moi, je restais éveillé. Et puis après, voilà, quand il se réveillait la première fois, moi, je le prenais et je gérais. Et puis après, vers 4-5h, il se réveillait une deuxième fois. Et puis, elle le prenait. Et puis, on essayait de se réguler comme ça. Ou soit, moi, je faisais toute la nuit. Et c'était plus ou moins comme ça qu'on s'organisait. Et après, pour le changement entre l'allaitement et le biberon, moi, je trouvais que c'était super bien. Et c'était super bien dans le sens que je pouvais réellement avoir un rôle, lui donner son biberon, le faire, le préparer, tout ça. Mais c'était compliqué aussi pour nous de faire le switch parce qu'aujourd'hui, en fait, on te bassine que l'allaitement maternel, l'idéal, ce serait que l'enfant on le prenne jusqu'à 3 ans ou un délire comme ça.
Et c'était compliqué pour nous de faire le switch parce que la pression sociale est assez compliquée. Et nous, ce qu'on avait fait, c'était que effectivement, comme toi, c'est que c'était moi qui régulais le truc. Parce qu'en fait, elle avait... Pas qu'elle n'avait pas la force de dire non, mais c'était... Elle pensait que c'était le mieux à faire. Ouais. Mais au final, quand on a bien régulé les choses, après, c'est parti tout seul. Moi, sincèrement, j'ai eu du mal avec l'allaitement parce que c'est vraiment des moments pour les mamans qui sont extrêmement importants et je trouve que c'est magnifique. Mais est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de l'égoïsme? Je sais pas le dire. Mais j'ai eu vraiment du mal parce que je me suis vraiment senti à l'écart par rapport à ça. Et on peut dire que l'allaitement, ça passe vite. Et c'est vrai que c'est que le temps qu'elles ont choisi pour l'allaitement. En l'occurrence, pour nous, c'était 10 mois, 11 mois. Et je me suis dit, vous créez un lien qui est extrêmement fort, mais moi, je n'ai pas l'occasion d'avoir un moment intime comme ça avec mon enfant. Et on va dire, oui, mais tu vas l'avoir plus tard. Mais en fait, je veux être là aussi dès le départ. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous? Est-ce que vous avez senti quelque chose de similaire? Parce que sincèrement, j'ai été blessé et je lui ai dit, j'ai dit, franchement, c'est compliqué. Après, on va dire, oui, mais bon, c'est l'allaitement, c'est important, il n'y a rien de mieux que l'allaitement. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais je pense que j'avais aussi le droit d'exprimer mon ressenti par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Moi, le cas de Maweja était différent, dans la mesure où Maweja a refusé le biberon. Ah, Il ne voulait pas les biberons. Il a allaité jusqu'à 1 an pile, il a arrêté le sein. de lui-même. Lui-même. On a essayé biberon. Il ne voulait pas. À savoir, pour finir, en fait, c'est que mon épouse faisait, Greta, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle pompait donc du lait, voilà, il est conservé dans des plastiques. Et puis, quand elle n'était pas là, donc moi, ce que je faisais, je dégélais donc ça, et puis je donnais dans un petit verre. Ok. Il prenait dans un petit verre. Il buvait souvent dans un Un verre. petit verre, oui. Ça Parce aussi. qu'il ne voulait pas le Il ne biberon. voulait pas le bibi. Je sais pas si c'était le goût de ce truc en plastique. Plastique. Machin, là. Waouh. Il ne voulait rien savoir. Donc vous imaginez, donc, c'est-à-dire qu'il ne fait pas le bibi. Il doit passer par le petit verre. Et du coup, à partir de 4-5 mois, on a commencé les panades, on dit. Hein. Ouais, c'est ça. Donc moi, c'est moi qui les faisais. Là, ok. Bon, moi, je le faisais. Donc je prenais des fruits, j'ai machin. Ensuite, je faisais des compotes, et ainsi de suite, voilà. C'est moi qui les faisais, je donnais à manger, et voilà. Mais le biberon, il voulait rien savoir. Donc ça, c'était frustrant, par contre. Ok. Parce que quand l'enfant pleure, tu te dis, mais est-ce qu'il n'a pas assez mangé? Ouais. Je ne sais pas, et ainsi de suite. Et puis, j'ai un pote qui m'a dit non, il dit, t'inquiète, si l'enfant a faim, il va te le faire comprendre. Ouais. S'il n'a pas envie de manger, ne force pas. Mais vous imaginez, c'est aussi ça aussi, comment dirais-je, on a je ne sais pas si c'est des préjugés, mais on a acquis certaines choses, peut-être de nos parents. On dit voilà, un enfant doit manger ça. Et puis tu dois le donner à partir de telle heure. Parfois, Si l'enfant n'est pas réglé comme ça, comment tu vas faire? je vais faire comment, voilà. Donc du coup, ça m'a soulagé, moi. On s'est dit, ah, ok, ça va, donc je ne suis pas le seul. C'est sûr. Donc les parents ont expérimenté ça, donc voilà. Maintenant, par rapport au sein, donc ça m'a pas... ce moment d'intimité, comme je dis, c'est vrai que, comme tu l'as bien cerné, je voulais être un parent qui s'implique. Voilà. Peut-être que nos parents ne l'ont pas fait pour x, y raison. Peut-être, voilà, c'est peut-être la culture, la tradition, peu importe. Mais moi, je voulais vraiment être impliqué. Je voulais, voilà, c'est mon fils, voilà, je dois aussi être présent pour lui. Je dois participer à différentes occasions, et ainsi de suite. Mais par rapport au sein, je me disais, c'est un moment entre lui et sa maman. Je partais dans l'idée que voilà, le lait maternel est bon pour lui. Ouais, et puis, même par rapport au lait, on va dire, qui est vendu dans des en poudre, quoi que ce soit. Déjà, on s'était décidé avec Greta que, bon, on s'était également renseigné. Hein. Je dis, voilà, il y avait des histoires sur ça, on s'est renseigné sur le contenu, ainsi de suite. On s'est dit non. Je dis, voilà, du coup, tout ce qui était lait vendu dans la pharmacie, on ne va pas acheter du tout. Ouais. Voilà, il va se contenter
du lait maternel. En plus de ça, ben, les bananes, et ainsi de suite. Voilà, c'était ça déjà Ok. notre point de vue par rapport à ça. Et par rapport à toi? Nous, l'allaitement, c'est bon dans les bouquins, mais après, dans la pratique, c'est pas forcément... ça se passe pas toujours Comme désiré. Ouais. comme on veut. Nous, effectivement, aussi, on avait pris le tire-lait, ça, c'était aussi une manière d'être dedans. Mais moi, personnellement, l'allaitement, à un moment donné, j'aurais aimé vous faire sans. Faire sans? Ouais, dans le sens que, par exemple, si aujourd'hui j'ai un deuxième enfant, je sais pas si je serais pour l'allaitement. Dans le sens que, effectivement, dans les bouquins, on vous dit que c'est le high level, et plus tard, normalement, les enfants qui ont pris ça ont moins de risques de tomber malades et autres. Ça crée une meilleure immunité, et les études le montrent. Mais si l'allaitement est un choix de la maman, moi je suis ok, on le fait Ouais. comme... Mais quand ça devient quelque chose d'assez malveillant et quelque chose qui tourne à un acharnement personnel et que la maman arrive à mal le vivre à un certain moment donné, moi je suis pas pour. Comment ça? Parce que là, c'est fort ce que tu es en train de dire. Parce qu'en fait, tu sais, déjà quand vous êtes avec les sages-femmes, pas toutes, parce qu'on en a eu certaines qui étaient extraordinaires, c'est qu'elles t'expliquent, et elles ont été en fait, ils ont eu un greenwashing en leur disant l'allaitement, 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 l'allaitement. Déjà dès le début, dès que l'enfant arrive, la maman a une certaine pression, il faut que j'y arrive. Ouais. Si j'y arrive Déjà. pas, il y a un truc chez moi qui va pas. Dans ce sens-là. et ça va. Ok, Dans ce sens-là. ok. Après, la deuxième texte, c'est que vous rentrez chez vous. Et puis après, nous, on avait pris une kiné et une sage-femme qui venait chez nous à la maison et tout ça. Et pour l'accompagnement, moi, je trouvais que c'était aussi important. Moi, j'étais pas là. Je trouvais que c'était important qu'il y ait des visages qui passent et que maman soit pas toute seule. Et le truc, en fait, c'est que si on laisse ça comme ça, que c'est elle qui fasse son bonhomme de chemin et qu'elle décide comment elle veut faire les choses, moi, il n'y a pas de souci. C'est juste que je suis un peu... après, peut-être que je vais passer pour quelqu'un d'has-been, mais je veux pas que ça soit quelque chose là où on force quelqu'un à faire quelque chose. Ouais, Tu vois, cette pression sociale, des fois, déjà être mère et quand t'es jeune, c'est déjà compliqué. Et puis après, il y a des choses que tu n'arrives pas trop bien à faire, c'est compliqué à vivre. C'est compliqué à vivre. sûr. Et tu le partages pas aux gens. Le stress ou la tristesse ou l'angoisse que tu pourras avoir, tu as du mal à le partager aux gens. C'est sûr. Et moi, je me dis, voilà, faut laisser que les choses se fassent. Je me dis, un conseil au papa, c'est vraiment d'être juste là à côté. Il y a un conseil que ma belle-sœur, tu vois, Ah, tu vois, dans toutes les belles... Là, il a pris quand même. non, c'est Jessie, elle m'a dit une fois, on était tous là en famille, on parlait, et nous, en fait, on a une grande famille, on a tous des grandes gueules, on parle de tout et de rien, mais nous, on se dit les choses de façon ouverte et transparente. Mais moi, ma femme, elle est blanche, et des fois, quand nous, on dit quelque chose, on pense que la chose, après, on passe à autre chose. Ouais. Mais elle, c'est un pattern, ça, c'est rentré. Ah, c'est rentré. Ah, Mayday, je suis touché. C'est rentré. Et là, c'est là où Jessie a dit, et je me souviendrai toujours de ça, elle m'a dit, maman a toujours raison. Dans le sens que, pour le choix de son enfant... Ouais, ah, comme ça. Et c'est là où tu changes de truc. C'est que... Et c'est là où, à un moment donné, même moi, je commençais à prendre position et à arrêter les trucs en disant, voilà. Et en prenant la parole, en disant, non, nous, on fait comme ça. Limite, parfois, j'étais pas totalement d'accord. Mais devant les gens et quand on était le machin, je disais, nous, on a décidé de faire comme ça et c'est comme ça qu'on va faire. Ok. Alors que j'étais pas convaincu du truc, mais c'était important de faire bloc à ce moment-là et de dire que c'est comme ça qu'on va faire, c'est comme ça qu'on va avancer, c'est comme ça qu'on va faire. Et je pense qu'en tant que papa, je pense que, allez, on a des femmes fortes, elles savent se gérer tout seules, elles savent se défendre toutes seules, mais parfois, quand on est dans ce moment de fatigue, où déjà gérer l'ennemi, gérer tout ça, c'est compliqué. Je pense que parfois, elles ont besoin d'un coup de pouce
et que l'époux prenne position en disant voilà, et d'affirmer leur position Aussi, et ouais. aux yeux des autres. Et je pense que c'est important pour elle d'avoir cette estime Ce de soi et cette soutien. valorisation. Je pense que c'est important. C'est important de dire non, stop, on a décidé ensemble que c'était comme ça qu'on allait le faire. Pour nous. Et voilà, voilà. J'entends très bien maman, j'entends très bien tantine, mais nous, on a décidé de faire comme ça. Je pense que c'est important de l'entendre. Elles ont besoin. Après, elles vont pas forcément te dire directement que ça les a touchés, que ça les a aidés. C'est important. Mais c'est important, c'est important, c'est important. Et nous, c'est plus ou moins comme ça qu'on l'a vécu, c'est comme ça qu'on l'a fait, et je pense que c'est important. Moi, au début, genre, on est tous en famille, on charrie tous, et Ouais, machin, je le voyais pas. Et puis de temps en temps, tu tournes ton regard, tu vois qu'elle est un peu... Elle est mal. Mais Ça a voilà. piqué, Mais toi, t'es ouais. avec tes frères et sœurs, toi, tu rigoles, toi, tu dis, c'est rien. Et après, voilà, c'est... Tu dois t'imposer aussi et dire Ouais, que non, ouais, c'est comme ouais. ça que nous on a choisi, c'est la direction Ouais. dans laquelle Ouais. qu'on va aller, un point, un trait, que ça vous plaise ou non en fait. Moi maintenant, la chose dont je voulais absolument parler, c'était comment est-ce que vous êtes avec votre enfant? Comment est-ce que vous l'étiez au début de sa naissance, vraiment le premier mois? Et quel a été votre taux d'implication? Je sais qu'on en a un petit peu parlé, mais j'aimerais vraiment savoir quel a été votre taux d'implication et qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour les futurs papas qui justement, ils savent, ou peut-être pas qu'ils savent, qui vont passer par des moments compliqués, qui vont se sentir être à l'écart, ils vont pas savoir prendre des décisions. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement le premier mois de la naissance de l'enfant pour justement prendre votre place? Je ne sais pas s'il faut parler le taux en termes de pourcentage. Moi, je me considère comme un papa qui est impliqué vraiment à fond. Pourquoi? Parce que je pense plus profond de moi que dès lors que je suis père, cet enfant doit ressentir ma présence. Mhm. En fait, je vais un peu essayer de développer. C'est que c'est moi qui ai la sémence. Je vais un peu utiliser un terme un peu... Let's go. On se dit tout. On se dit tout ici. Voilà. On est entre papas, on se dit tout. C'est moi qui ai la sémence. Voilà, on a compris ce que je veux dire. C'est moi qui ai la sémence. Et cette sémence, en fait, doit être plantée dans une bonne terre. C'est ça. Et avant même que ce fruit puisse éclore, en fait, déjà à la base, je dois prendre soin de la terre. C'est ça. Je dois veiller à ce que cette terre soit bien, dans de bonnes conditions, être à l'écoute, être attentif. Dès que cette sémence grandit, je dois être capable également de protéger mon fruit, voilà, en tant que père. Donc je pars de cette idée-là déjà. Okay. Donc c'est moi qui ai la sémence, et dès que cette sémence sort, c'est moi qui dois prendre soin de ça. Il y a moi, bien sûr, il y a également mon épouse qui joue un rôle primordial, important. Donc, du coup, mon implication est vraiment à fond. Ouais. Voilà. Donc, au-delà de la fatigue, du fait que je découvre que je ne sois pas une personne patiente, voilà, et ainsi de suite, mais mon taux d'implication doit être vraiment à fond, sincère. Donc, moi, c'était ça, en fait. Je partais de cette idée-là déjà à la base. Okay. Donc, pour moi, c'est ça être responsable. Je dois assumer. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire que je dois assumer. C'est-à-dire que voilà, si dès lors qu'on a décidé avec mon épouse d'avoir un enfant, voilà, c'est-à-dire que gars, tu vas jusqu'au bout. C'est tout. Voilà, c'est vraiment, je pars de cette idée-là. Donc, mon taux d'implication doit être à fond. Okay. À fond n'est pas, comment dirais-je, peu importe ce qui va arriver, peu importe les desiderata de la vie, mais je suis papa. Ok. Voilà. Tu n'as pas encore répondu à la question. Parce qu'on veut du concret au moment même où l'enfant est là. Tu vois, c'est ça. Pour moi, c'est important de se dire, demain, aujourd'hui, il y a un papa, sa femme est enceinte de 8 mois et demi, elle va accoucher dans les semaines qui vont arriver. Il va peut-être regarder ça, il va se dire, ok, dans un mois, le petit, il sera là, ou la petite. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Où est-ce que je peux mettre mon énergie? Comment est-ce que je peux m'impliquer? Là où je dirais que le papa doit mettre son énergie, quand l'enfant n'est pas encore là, ton énergie de le mettre par rapport à ton épouse. Ok. Voilà. Tu dois être à l'écoute. Parce que vous savez, tu l'as sûrement vécu, les femmes avec les humeurs
C'est ça. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Mais bon, On connaît la vérité. la parole. C'est chaud. On a pris la parole aujourd'hui. Ah oui, les envies, les machins. Ça t'énerve? Non, il faut le dire. Non, Il faut le c'est dire. énervant. Ouais. C'est énervant. Mais bon, il faut, je dirais, il faut se transcender. Il faut aller important. au-delà. C'est vrai, Tu dis, c'est voilà, vrai, il faut- c'est vrai. Tu dis, elle m'énerve, certes, mais bon. Bah, On passe. On passe. C'est pas grave. C'est pas grave. En fait, je pense, hein, quand on a ces déclics-là, au début, il faut être sincère. C'est fatigant, c'est énervant, elle change d'avis, machin, tu veux ça? Non, je veux plus ça, j'ai envie de ça. Tu es au boulot, elle sait très bien que tu finis à 6h30. Le truc, c'est que... À 6h20, tu dis, mais chérie, je vais pas aller maintenant, je vais au magasin, mais tu as ton train à prendre. Attention, donc tu dis, je vais commencer à courir pour aller chercher un truc qui n'est pas important pour rater mon train. Bon, je vais quand même le faire. Bon, tu comprends, donc ça c'est du concret, c'est du vécu. Ça, c'est du vécu. Vécu, mais il faut en parler. Il faut dire, voilà, mais chérie, tu sais très bien que je finis, mais pourquoi tu m'envoies un message? Le début d'après-midi, fais ça. Mais elle, non, elle, c'est hormonal. Ouais, donc, au début, on ne comprend pas. Mais je crois qu'à un moment donné, tu dis, ah, ok, bon, voilà. C'est comme ça, voilà, c'est l'enfant, ainsi de suite. Mais une fois que tu comprends ça, dès que l'enfant arrive, c'est-à-dire que ton implication est double. Fact. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a elle qui vient d'accoucher, parce qu'il y a eu un travail derrière, elle est fatiguée, elle est encore dans ses humeurs, les hormones, et ainsi de suite. Puis tu as un enfant qui est là, tu dis, bon, ok, c'est... Voilà, c'est-à-dire que je dois mettre mon énergie dans ça. Donc, je dois comprendre ça. Je pense que la partie la plus difficile, à mon sens, c'est accepter. Ok. Si un papa n'accepte pas ça, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Si tu n'acceptes pas le fait que ton épouse est enceinte, oui, moi, si déjà tu as du mal à accepter ça, quand l'enfant va venir, ça va être compliqué. Ça, c'est mon point de vue. Ok. Voilà, c'est vraiment ça. Donc voilà, concrètement, c'est ça. Concrètement, dès le départ, tu dois te focaliser, voilà, te dépasser. Tu dis, voilà, ok, machin, l'enfant arrive, voilà, je dois m'impliquer à fond. Voilà. C'est tout ça. Moi, c'est mon point de vue, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses? Ok, qu'est-ce que tu en penses? Après, dans l'application, moi, ce qui était compliqué, c'était que j'arrivais pas à jouer, pas que j'arrivais pas à jouer avec, comment dire. Au début, en fait, j'avais du mal à trouver ma place. Il m'a fallu beaucoup de temps, il y a eu l'allaitement, elle devait lui donner à manger, elle était souvent là et autres. Et moi, j'ai eu du mal à trouver mon rôle, à trouver ma place, à trouver le sens de cette nouvelle dynamique qui se mettait en place. Et là, en fait, elle arrivait, je sais pas, elle arrivait à le faire facilement. Elle n'avait pas à réfléchir et elle gérait le truc. Elle arrivait à jouer avec lui, elle arrivait à faire des petits trucs comme ça. Et de ce côté-là, ma femme est vraiment extraordinaire parce que chaque fois qu'elle revenait de la maison, elle achetait un nouveau truc et moi ça m'énervait parce qu'elle ramenait des nouveaux trucs. Mais elle arrivait J'ai à pas créer... pensé. Ouais, non, elle créait des éveils avec lui et ça c'était vraiment bien. Et au début, elle arrivait à dynamiser, elle arrivait à le faire sourire et en fait, elle arrivait aussi à créer de l'interaction avec lui. Ok. Et moi en fait, j'avais du mal. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'ai pas eu de modèle en fait, j'ai dû me faire sur le tas. Dans ma communauté, l'enfant reste avec maman, Ouais. et puis après, truc. Et j'ai jamais vu mon père jouer avec un enfant, machin. Bien que, Allah yarhamou, il est plus là maintenant, mais il le faisait avec mes petits-neveux. Ok. Tu vois, et c'était marrant de faire ça, et j'étais un peu jaloux. Parce qu'en fait, avec mes petits-neveux, il était très avenant avec eux. Il était... moi, quand je passais à la maison et que je déposais Arthur, c'est lui qui voulait lui donner son biberon, c'est lui qui voulait lui donner sa banane, machin, tout ça. C'était important pour lui de le faire. Et à chaque fois qu'on arrivait et qu'on chauffait nos biberons, tout ça, il dit « Ah, viens aller chez papy ». Et puis il allait chez papy, il prenait son biberon et il était bien. Et il le prenait toujours chez mon père. Et c'est des chouettes moments. Mais moi, quand il était tout petit, je trouvais pas ma place. C'était vraiment très compliqué pour moi. Mais après 1 an et demi, 2 ans, et aujourd'hui, maintenant,
c'est comme j'avais ce questionnement-là. Hein. Comme toi, c'était ouais, madame, elle part, mais qu'est-ce que je veux faire de cette journée avec lui, quoi. Et aujourd'hui, en fait, là, il va rentrer à l'école bientôt, mais c'est trop bien parce que j'ai pas besoin de planifier. Maintenant, c'est freestyle, on est ensemble, me dire ah, j'ai envie d'aller boire un jus. Bam, on va aller boire un jus, on va manger un petit truc, machin. On va à la plaine de jeu, machin, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est freestyle, mais on se met pas de pression, en fait. On n'a pas besoin de mettre un schedule ou de se dire qu'est-ce qu'on va faire de notre truc. Et ça, c'est super bien. Et dans mon implication, bah, c'est réellement ça. C'est tout a changé. Et maintenant qu'il parle, maintenant qu'il est... Allez, limite, on arrive à échanger, tout ça. Ça, c'est trop bien pour moi parce que quand il était trop petit, bah, j'arrivais pas à partager des moments comme ça avec lui. Ouais. Et un conseil pour les jeunes papas, moi, je leur dirais, dans les premiers mois ou dans la première année, focalisez-vous sur les à côté. C'est-à-dire faire en sorte que votre épouse ait les moins de choses à faire. Bien sûr, nous, c'est toujours dans toutes les tâches ménagères et autres, c'est toujours 50-50, où j'y pense pas forcément, alors elle me dit, ouais, il faut faire ça, et puis je le fais. Et je pense réellement que bah, les papas, ils devraient se focaliser sur ça, parce qu'en fait, en créant un environnement sain, bah, ton épouse, à toi, elle se focalise sur l'enfant, parce qu'ils ont un contact privilégié dans ces premiers mois. Et après, bah, peut-être qu'au début, ça va être, tu seras avec l'enfant 20 ou 30%, et elle sera à 70% avec l'enfant. Puis après, au fur et à mesure des années, bah, ça va se réguler, on passera à 50-50. Et puis après, moi, aujourd'hui, avec Arthur, les week-ends ou les choses comme ça, je suis souvent avec lui. Et je le ramène, mais partout. Hier, par exemple, on est parti dans un concert gospel, on a passé toute la soirée ensemble. Et lui, il a kiffé ça, il était truc. Et en fait, j'ai même plus besoin de me dire comment je vais faire pour le dynamiser ou machin de ça. Il rentre dans le truc et on passe. C'est comme quand on va chez ma mère, bon, c'est naturel, c'est vite fait en fait. Et ça c'est important de se dire que pour le jeune papa, si madame est enceinte actuellement, lui doit gérer les à côté. Il doit gérer vraiment les à côté. Faire les courses, faire ce qu'elle a besoin, machin, tout ça. Et si j'arrive à gérer les à côté, elle, dans sa tête, c'est déjà un peu plus ça, free. c'est déjà... Ouais. Elle se dit, ok, d'accord, la vaisselle, c'est carré, le linge, c'est carré, comment dire, la nourriture pour préparer, machin, c'est carré, parce que on fait tous des boîtes qu'on met dans le frigo, il faut juste les réchauffer, machin, tout ça. Mais que tout soit déjà bien timé. Établi, ouais. Bah, lui, après, elle a juste à gérer l'enfant, et ça, c'est bien. Mais après, c'est juste dans un dialogue. Je pense qu'on doit se dire les choses, pas pour blesser, mais pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Je pense. Ouais, je pense que c'est super important ce que tu viens de dire parce que la communication et parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de papas qui veulent être impliqués et d'où le fait que je fais ce podcast-là, parce que je sais qu'il y en a, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas quoi faire. D'où le fait d'avoir cette conversation-là et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec mon petit ou qu'est-ce que je peux faire pour faciliter la vie familiale de mon foyer? Parce que c'est là la vraie question qui se pose. C'est ok, l'enfant a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je veux être impliqué, peut-être que parce qu'à cause de l'allaitement ou parce que l'enfant est un nouveau-né et qu'il n'est pas éveillé à 100% ou quoi que ce soit. Facilite l'environnement de la maison, facilite que ce soit, comme tu as dit, le linge, la vaisselle, faire à manger, préparer à manger ou quoi que ce soit. Essayez d'avoir un environnement sain pour que ça facilite la communication, que ça enlève un poids à la compagne et que, tu vois, que par après, parce qu'en vrai, un enfant, c'est ce que j'ai vraiment constaté, n'a besoin de rien. On peut leur acheter les jouets les plus sophistiqués du monde entier. C'est avec la télécommande qui va jouer, c'est avec le gobelet en plastique qui fait du bruit qui va jouer. Et moi, c'est bête, mais c'est vraiment avec ma télécommande et des gobelets que je me suis le plus amusé avec cette année. Parce que surtout au moment où elle a commencé à ramper et qu'elle voulait la télécommande pour je ne sais quelle raison, c'est avec ça que j'ai commencé à établir une vraie relation avec elle si tu veux la télécommande, va la chercher. Elle va essayer de ramper comme elle, tu vois, et elle va essayer de ramper comme elle pourrait pour essayer de l'attraper et se forger un caractère de détermination pour arriver. C'est bête, hein, mais c'est des trucs comme ça où elle a aimé. Et faciliter l'entretien, que ce soit, comme tu as dit, n'importe quoi pour vraiment faciliter de l'environnement à la maison. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un foyer en stress. Parce que les deux sont sous pression pour peu importe leurs tâches personnelles. Mais je pense que c'est aussi ça, la cohabitation, c'est de savoir que, ok, on peut partager les tâches
je peux t'aider sur certains points. Vice-versa, je comprends la pression que tu as aussi sociale qu'il peut y avoir autour de toi. Je pense que c'est super important de dire qu'on doit enlever toute cette pression-là parce qu'elle ne sert strictement à rien. Et même par rapport aussi à nous, de se dire que on a le droit d'être impliqué, on peut être impliqué et que ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire est tout aussi important que la maman et vice-versa. Et vice-versa. Je pense que c'est super important de le dire par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ce que tu as dit est vraiment juste, hein. C'est-à-dire que en tant que papa, ben, on va dire, les tâches quotidiennes, c'est pour soulager au maximum nos femmes, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Voilà. C'est-à-dire que ben, elle est fatiguée, de s'occuper de l'enfant. Ouais. Quand elle rentre, la maison doit être nickel, voilà. Et aussi, bon, moi, bah, on est africain, donc quelque part, il y a aussi c'est un peu nos cultures qui jouent aussi, voilà. Où c'est quasi la femme doit faire tout, mais Ça, c'est super important et c'est super compliqué, ça. d'un côté aussi, moi je dis toujours qu'il faut vivre avec son environnement aussi. Et ça, Voilà, c'est super important. c'est important. C'est-à-dire que bah, on n'est plus dans un environnement de nos parents, on est dans notre environnement. On doit accepter cela et puis on doit faire un shift. Voilà. Et bon. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui est un ancien officier militaire, donc j'ai toujours dit, voilà, ben, un homme doit être capable de faire tout ce que la femme fait. Amen. Donc, C'est vrai, ça. Donc du coup, on a grandi comme ça. C'est-à-dire que dans mon mindset à moi, c'est que je sais que voilà, quand je suis à la maison, Greta peut en témoigner, je prends un bête exemple, je vais dire, voilà, moi j'aime repasser. Je kiffe ça. Repasser mes vêtements, j'aime pas qu'elle repasse. Carrément. Non, moi aussi. Moi je n'aime pas. Je dis non, repasser, tu ne touches pas. Voilà, donc moi repasser ses vêtements, mes vêtements, les vêtements des petits, je le fais. Je le fais vraiment avec plaisir. Hein. Vraiment, je prends plaisir à le faire. Tu fais ça quel jour? Mais non, c'est vrai. Est-ce que tu te donnes un jour? C'est super important. C'est super important. C'est super important ça. Parce que moi-même, c'est là, je suis en train de me dire, mais attends. Donc c'est super important. Est-ce que tu as un jour où tu dis, c'est ce jour-là où je repasse, où tu fais petit à petit, parce que tu travailles? Oui. Je me souviens, donc, quand Maouéja est né, donc le premier, c'est vrai que au début, quand on n'avait pas encore d'enfant, c'était easy. Voilà. Quand il est né, c'est-à-dire que j'ai dû changer mon organisation. Quand le deuxième est arrivé, j'ai dit, ah, ok, ça devient chaud. Donc, tu as le vêtement du petit et de la petite. Et mes vêtements, moi, les vêtements de mon épouse. Maintenant, ce que je fais, maintenant, là, c'est que quand je vois qu'il y a un tas, directement, tu repasses. Je mets dans la machine, je sors, je l'étale, et puis après 2-3 jours, je repasse. C'est vraiment ça. Donc tous les 2-3 jours, tu repasses. Voilà, je dois repasser dans là. Donc, mais parfois, quand je rentre du boulot, je vois, je dis, parce que je suis de nature, je ne supporte pas le désordre. Ah ça, je suis allergique à ça. C'est fort. Je suis allergique. Pour moi, tout doit être, comment dirais-je, c'est peut-être, vu que mon père était un ancien militaire, c'est peut-être ça. Voilà, c'est vrai. C'est peut-être ça. C'est-à-dire que tout doit être carré. Voilà. Je suis pas maniaque, mais tu dois être carré. C'est-à-dire que je repasse, tac, je mets, voilà. Je sais que voilà, ben... Fort. Voilà. C'est vraiment... Et quand c'est comme ça, dans mon esprit c'est clair. C'est fort, voilà. C'est fort. Tu vois, donc c'est vraiment... C'est toutes ces petites tâches-là. Ah, je suis désolé, mais je dois vraiment parler de ça parce que c'est super important. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de futurs papas qui vont avoir des expectations. Je ne sais pas comment on dit expectations en français. Des attentes de leur femme, dont le linge. Des trucs que tu dis, non, ça c'est pour la femme. Moi, je suis un homme, je ne fais pas mon linge. Comment est-ce qu'on peut dealer avec ça? C'est super important parce que tu as dit aussi que tu aimais aussi bien faire le linge. Moi, je suis dans ce struggle-là où je me dis, purée, ok, mais j'aime aussi l'ordre et justement, je commence à repasser. Alors que j'adore repasser, j'ai toujours repassé quand j'étais aux États-Unis. Comment est-ce qu'on peut dealer justement avec les attentes qu'on se dit, ça c'est pour les femmes, mais qu'on est aussi capable de le faire? Moi, tu as dit quelque chose, je ne sais pas si tu as dit ça ou bien toi, je me rappelle plus très bien, tu as parlé de communication et d'échange. Exactement. Moi, dès le départ, si on part de ce sujet-là, on va dire les vêtements, Greta le savait dès le départ. Ok. Il savait que voilà, mais même quand on a commencé à se fréquenter, parfois j'allais, il était encore chez son père,
quand elle la voit, je l'accompagnais, je le faisais. Parfois, j'allais prendre ses vêtements, j'allais laver, ainsi de suite, voilà. Donc, dès le départ, tout ce qui, on va dire, par exemple, la nourriture, puisqu'on aborde le sujet, faut dire clairement les Il choses. faut dire, c'est important. On aborde le sujet. Je pense que c'est... Mon point de vue, c'est plutôt culturel. Ok. Je pense. Et si, par exemple, tu as un gars dont sa famille, c'est la femme qui fait la cuisine, et que lui, il ne fait rien, Ouais, touche pas. voilà, il touche pas, je pense que c'est... Les deux personnes doivent en parler. Si maintenant le gars c'est pas pour parler, c'est pas pour parler, voilà. Ouais, mais on n'est pas dans le même environnement. C'est Non, ça. mais on n'est pas dans le même environnement Voilà. que nos parents, Voilà. tu vois. Moi, pour ma part, mon père m'a toujours dit, mon père militaire, il faisait de la bouffe, même si c'est pas bon, mais bon, Ouais. au moins il le faisait. Il le faisait. Au moins il le faisait. Et puis, Oui, il le faisait. Donc du coup, et puis quand j'étais petit, au pays, donc les congés, j'allais chez mes grands-parents. J'étais entouré des tantes, des suites. Le matin, tu te réveillais le matin, tu allais dans le petit potager, tu prenais les trucs, tu faisais le pondou, tout ce que tu veux, voilà. Tu voyais comment mes tantes faisaient à manger, le poisson, le poulet, ainsi de suite. Donc du coup, inconsciemment, j'ai accumulé ça. Donc du coup, moi, quand je suis chez mes parents, j'ai ma mère à préparer, ainsi de suite. Du coup, quand je suis à la maison, quand ma femme est fatiguée, je ne vais pas commencer, mais chérie, non. Instinctivement, je vais à la cuisine, je fais la nourriture. Quand elle est au travail, que je ne travaille pas, je fais la nourriture. Dès lors que tu as des enfants, à un moment donné, tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix, tu ne vas pas faire, non, j'attends mon épouse. Non, oublie ça. Même si tu vas commander, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu commandes. Voilà. Tu as déjà entrepris la chose. Ouais, Vas-y, dis-nous, Grégoire. Non. En fait, pour la nourriture, moi j'avais une conviction comme quoi je savais préparer. Ah, la vérité m'a sorti. Le gars, il a appris, il s'est dit, mais c'est... Et pour elle, en fait, je sais pas. Parce qu'en fait, moi quand je prépare, je mets des épices, je mets des trucs. Mais elle, ça va pas. En fait, son estomac va pas avec ces trucs. Après, on a switché. Et ce qu'on fait souvent, nous, c'est l'eau fraîche. Franchement, l'eau fraîche nous sauve beaucoup. Et là, en fait, t'as pas d'excuses. T'as la recette qui est là, t'as les ingrédients qui sont là. Et c'est tasty. Ouais. C'est tasty. C'est c'est fort. Et nous, c'est comme ça qu'on fait. Après, effectivement, si je veux manger des trucs exotiques, je vais chez ma mère. Voilà, Plus simple. je vais pas lui forcer à qu'elle me fasse un plat, truc typique. Et voilà, je pense qu'on arrive vite fait à trouver son équilibre. Après, pour le linge, parce que moi, je mets des chemises tous les jours. Hein. Au boulot, je suis obligé de mettre chemise, cravate tous les jours. Mais quand elle le fait, c'est pas ce que moi je veux. Alors, à un moment donné, on s'est accordé. Et c'est moi qui le fais, je fais les chemises et les trucs de tout le monde à la maison. Après, c'est vrai que ça prend du temps, mais je les fais par 10, 15, je me dis, je rentre du boulot, Arthur il dort vers 20, 21 heures, et puis après j'en fais un peu. Ouais, voilà, donc des fois, c'est au détriment de passer du temps avec votre femme. Ouais, exactement, c'est vrai. Mais bon, ça va être pour un prochain épisode, les amis. Ma dernière question, après tous les points qu'on a abordés. Quelle est l'astuce ou le conseil que vous pouvez conseiller aux futurs papas dès lors qu'ils sont rentrés à la maison avec leur compagne pour que la vie en communauté se passe beaucoup plus facilement? Moi, le conseil que je pourrais donner et qui m'a énormément aidé, c'est, tout le monde connaît certainement, c'est les 4 Toltec. Et un des Toltec... Non, tout le monde ne connaît pas. Donc tu dois dire c'est que c'est. Les gens vont Google. Les 4 Toltec, en fait, c'est... Les quoi? Les Toltec. Les Toltec. Ouais, en Moi, fait, je connais pas. c'est un mode de vie que les Amérindiens, le peuple mexicain fait. Et celui qui l'a mis en avant, c'est Miguel Ruiz. Et l'un des Toltecs, c'est ne pas supposer. Ouf. Et l'idée, en fait, c'est que dans la vie de couple, on pense toujours que l'autre sait que il va le faire naturellement. Mais la difficulté, en fait, c'est que parfois, moi, j'ai souvent ça avec mon épouse et je lui dis clairement, dis-moi les choses. Parce qu'en fait, si je ne l'ai pas fait,
c'est pas parce que je voulais pas le faire, c'est parce que je savais pas que toi, tu voulais que je puisse le faire. Ouais. Ne pas supposer dire clairement les choses. Ok, chérie, aujourd'hui, on s'organise comme ça. Moi, je pense que je vais faire ça, 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 ça. Est-ce que toi, tu pourrais faire ça, 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 ça? Oh non, je peux pas faire ça, mais je peux faire ce truc-là. Ok, on switch de tâche. C'est-à-dire qu'elle, elle va faire un autre truc que moi, j'aurais prévu, qu'elle aurait prévu pour moi. Et on essaie de s'arranger. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important, je pense, dans la vie de couple. Mais vraiment, éviter de supposer et de dire que c'est à qui elle va le faire. Non, 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 elle va pas le faire. Il faut se dire les choses, comme ça après on essaie de s'organiser, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de colère et autres, et après on essaie d'avancer. Et le deuxième conseil, j'ai pris ça dans la communication non violente, c'est de se dire que tu commences d'abord par moi. Tu vois, quand t'arrives le soir, tu as eu une journée très compliquée, c'était à son jour de préparer, elle l'a pas fait, machin, et tu commences à t'emballer, à monter dans les tours. Bah, l'idée, en fait, c'est pas de monter dans les tours, c'est de lui dire simplement une phrase. Ah, je suis quand même triste aujourd'hui, parce qu'en fait, quand je rentrais à la maison, je pensais que le repas aurait été fait parce que j'ai eu une journée compliquée. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qui a fait Ce qui s'est passé et que tu n'as pas pu. Le truc, c'est de l'emballer ou de le présenter de cette manière-là. Ça fait que tu parles de tes émotions et tu parles en jeu, tu parles en toi-même. Et tu mets ça en avant en disant, moi, j'ai une difficulté avec ça. Elle, de l'autre côté, elle s'ouvre aussi à toi en te disant, voilà, moi, ce qui s'est passé, bah, c'est ça, ça, ça. Ah, ok. Ça, je l'avais pas vu, ça, je savais pas. Oh, il y a une complication, je vais aller prendre le petit, bah, j'ai eu des embouteillages, je suis allé le prendre trop tard, et puis quand je suis arrivé, bah, c'était trop tard, et toi, t'es arrivé au même temps, là où on est arrivé quasi en même temps, alors que moi, j'ai quitté 2 heures avant la maison. Et en fait, le truc, c'est qu'en faisant ça, en parlant en jeu, en présentant son ressenti et ses émotions, et en posant des questions ouvertes, on se rend compte, en fait, qu'on n'est pas dans le jugement. Et en fait, dans la vie de couple, il faut des prises de tête. Ça épice. C'est normal. Mais ça met du spice. Mais si on peut éviter des trucs comme ça, évitons. Ouais. Moi, je dis ça vraiment pour les jeunes parents. Évitons tout ça. Et effectivement, il y aura des moments là où on se prendra la tête, où on ne sera pas d'accord. Mais si nous, en tant que jeunes papas, on pourrait être vraiment ce vecteur de mettre ce calme et cette paix dans le foyer, c'est important, c'est important. C'est vraiment de bien driver les choses pour que la vie de couple, bah, ça puisse simplement rouler. Parce que quand tu montes dans les tours, elle monte dans les tours, après le problème c'est qu'il n'y a personne qui va redescendre. Non. Et c'est vraiment ça. Et le dernier conseil, puis je m'arrête, c'est que nous, ce qu'on a besoin, c'est du respect, mais elles, ce qu'elles ont besoin, c'est de l'amour. Ouais. Et c'est vraiment deux choses totalement différentes. Et quand, à un moment donné, tu discutes avec ta femme et tu sens qu'elle a glissé ou qu'elle a dit quelque chose qui t'a piqué, reprends-la dans le sens de façon bienveillante en lui disant la manière dont tu m'as parlé, ça m'a pas plu. Par exemple, moi, je sais que parfois, avec Esther, on pouvait... moi, j'insulte jamais. Je prends jamais une position... mais parfois, dire par exemple andouille, ou dire par exemple d'autres termes, mais ça me revient plus à l'esprit comme ça, pour moi, pour elle, c'est rien du tout. Mais pour moi, dans ma culture, de là d'où je viens, non, c'est pas OK. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut lui dire ça. Il faut lui dire. Et nous, en tant qu'hommes, en fait, le respect, c'est hyper important pour nous. Et après, on le renvoie mal, en fait. Si tu le dis pas, elle pourrait le ressortir dans un autre contexte avec d'autres personnes. Et ça va te faire 2 fois plus mal et ça va péter. Ouais. Alors que tu l'as jamais dit en amont, privé. Que ça te posait un problème. Elle a gardé la même attitude. C'est juste toi qui as changé d'attitude. Et en fait, c'est ça qui est important. Le respect, c'est hyper important. Et puis l'amour, c'est ça. C'est vraiment des actes. Lui prouver par des actes que tu tiens vraiment à elle et que tu veux que ça avance, tu veux que ça soit du solide. Et ça, c'est vraiment dans la gestion de ton temps. C'est vraiment important. Ça, c'est très... Merci. Parce que c'est fort et ça va aider, je pense, beaucoup de gens. Vraiment, merci. Cool. Et toi, Tonton, dis-nous tout. Je dirais donc quelques conseils. Hein. Je pense une des clés pour une relation saine dans un couple et avec enfants ou des enfants, c'est la communication. C'est être capable de communiquer ce que tu ressens.
Ça peut être une frustration, une colère, voilà, ou une attitude que ton épouse a eue, que tu n'as pas appréciée, ou également des choses positives. Donc voilà, la communication, c'est la clé et être capable de discuter de tout. Voilà. Moi, je suis une personne assez, comment dirais-je, réservée. Les gens pensent que je parle beaucoup, et je parle beaucoup parce qu'à cause du travail que je fais, mais je suis assez... j'aime avoir mon côté un peu seul, solitaire. Et ça m'a un peu joué de tour aussi quand je suis rentré en relation avec Greta. Et puis, j'ai remarqué que ça ne matchait pas vraiment. Ouais. Et puis, par après, j'ai commencé aussi à m'ouvrir, Ouvrir. à exprimer des choses. Ça vient petit à petit. Donc, la communication est importante. Deuxième chose également, c'est l'amour. En fait, c'est vrai que l'amour est un mot fourre-tout. Ouais. On met tout dedans. Mais je Je dirais... t'ai trompé, mais je t'aime. La manière de te dire que je t'aime. Tu vois, donc c'est... C'est revenu, hein. C'est vraiment ça. Moi, je prends dans l'amour, en fait, j'ai parlé de la communication, voilà, l'écoute. Le partage, la confiance, savoir faire confiance, c'est important. Autre chose dans l'amour, le sacrifice. Quand je parle de sacrifice, pour ton épouse, pour ton enfant ou pour tes enfants, c'est hyper important. Et puis la troisième chose, tu as parlé du respect, c'est pour nous, pour l'homme en fait, l'homme c'est, faut le dire, hein, on a un peu ce côté un peu orgueilleux, voilà, on est là quoi. Je suis l'homme, c'est moi qui gère, voilà, c'est moi l'homme de la maison. C'est positif, c'est en même temps négatif. Quand c'est positif dans le sens où je vais peut-être choquer les gens, mais bon, c'est comme ça, voilà. C'est que l'homme, c'est l'autorité. Voilà, c'est important. Et ces mots autorité, beaucoup de gens pensent que c'est pas de la dictature. Je vais un peu très rapidement expliquer ça. L'autorité, en fait, c'est... je prends l'exemple, je prends par exemple toi ou voilà, tu as écrit un bouquin. C'est toi l'auteur, en fait. C'est ça. C'est toi l'auteur de ton livre. C'est-à-dire qu'on doit passer par toi. Voilà. J'avais pris un exemple tantôt de parler de la sémence. Donc, c'est toi, en fait. Ouais. C'est toi qui joues ce rôle-là. Et l'autorité, une personne qui a l'autorité, c'est une personne, en fait, qui impose par son obéissance. Obéir quand on obéit à nos parents, et ainsi de suite, ce n'est pas dans le sens qu'on doit se courber, non. L'obéissance a comme signification, c'est une personne à qui on comment je pourrais dire ça, à qui on écoute. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que c'est une écoute en face. C'est-à-dire que nous, en tant que papa, on doit être capable de communiquer cela également. Et je pense que pour moi, ce sont ces trois choses qui sont importantes. Donc, la communication, l'amour, l'écoute, l'obéissance, c'est pour nous le respect, c'est très important. Et je pense que si un homme a ces qualités-là, ça devrait normalement Ça devrait bien se passer. Exactement, évidemment, Ouais. tout n'est pas facile. Hein, dire, voilà, je crois que c'est un processus aussi. C'est un processus, on apprend. ça prend le temps que ça va prendre. Pour terminer, moi, je veux vraiment dire à tout le monde qu'en fait, à la fin de la journée, tout le monde aimerait avoir la paix à la maison. Surtout avec tous les facteurs qui sont quand on vient juste d'avoir un nouvel enfant, la fatigue, le bébé, le boulot, etc. Ce que tu veux à la fin de la journée, c'est vraiment avoir la paix. Et ce que j'ai appris, grâce à Greta en l'occurrence, c'est ce qui m'a vraiment appris, c'est qu'à la fin de chaque argument ou discussion, de terminer avec la solution. Ça ne sert à rien de se disputer et puis on termine la conversation comme ça. Cette conversation n'a servi donc à rien. Mais de pouvoir aborder une conversation, un argument en trouvant à la fin la solution. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus? Et ça, Greta me l'a dit il y a longtemps, j'étais enfant. Elle m'a dit, tu veux la paix. Comment trouver la paix? Tu donnes des solutions, tu proposes des solutions ou tu donnes l'opportunité à la personne en face de toi de t'offrir des solutions.
Et grâce à ça, en ayant des solutions, ça ne peut que aller. Et c'est pour ça que moi, à chaque fin de mes arguments, chaque fois qu'il y a une prise de tête, on se dit, OK, ça s'est passé comme ça s'est pas bien passé, pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant pour que ça aille mieux? Parce que on vit tous les jours, on apprend, la vie n'est qu'un apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter notre chemin? Et donc, franchement, par rapport à ça, je pense que tout le monde veut la paix dans son foyer. Je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça. Et je vais terminer sur ces beaux mots parce qu'on était encore une fois entre papas et c'était très, 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 très fort. Les gars, on se voit très bientôt. Ciao. Merci les gars.